Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, plein d'affaires dans l'actualité. On dirait que ça brasse la rentrée cette année. C'est la rentrée parlementaire aussi. Évidemment, depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, on a su le nom de la remplaçante de Pierre Fitzgibbon, Christine Fréchette. Un avis? En fait, moi, je la connaissais pas. Ça semble, quand tu regardes son parcours, que ça soit ce qu'elle a fait. Chambre de commerce de Chambre l'Est. de commerce, Ça fait un moment qu'elle est ministre. Son parcours académique aussi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va amener un peu moins de feeling dans les dossiers, qui va peut-être structurer ça de façon un peu plus importante. La communauté d'affaires a pas mal ou bien réagi. Là, je pense qu'on est dans une période de vérification, mais les nouvelles, suite au départ de M. Fitzgibbon, que ça soit chez Hydro-Québec, les investissements qu'il a pu faire, Norvolt, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Mais je veux dire, on en a parlé déjà. C'est pas la faute de M. Fitzgibbon. Non, c'est ça. Il a pris des décisions comme on prendrait des décisions d'investissement dans un fonds de capital de risque essentiellement. Ça brosse. Non, pas ça brosse. Je vais mettre ma main au feu, Phil, qu'il va y avoir un ou deux de ces investissements-là qui vont être des home runs. Mais malheureusement, en politique, puis dans l'univers médiatique, tu fais soit un sans faute ou tu meurs. C'est comme. Puis tu me remets toujours Lion électrique là, sur le nez, puis Taiga. Mais tu comprends que dans l'échelle de tout ce qu'on fait en matière d'investissement public, ce sont deux exemples. Il y en a plus que deux. Là, il y a 500 millions de dollars de prêts non. Mais il y en a quand même 5-6 milliards qui ne le sont pas. Et donc, ce que je te dis, c'est que, et encore une fois, je ne veux pas gagner contre toi, mais je pense que M. Fitzgibbon a agi comme un investisseur agirait. C'était cette adéquation-là avec ce qu'on s'attend d'un ministre. Malheureusement, tu ne peux pas faire ça quand tu es ministre des Finances. Donc, Mme Fréchette a pris son poste et évidemment, le lendemain quasiment, 2-3 jours après, la commission parlementaire sur le projet de loi 69 s'est ouverte. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, le projet de loi 69, c'est le projet qui veut réviser essentiellement toute la politique énergétique du Québec, laisser de la place là, à du sans-appel d'offres, laisser de la place au privé, augmenter les tarifs, etc. Fait que c'est sûr qu'elle a pas des croûtes à manger. Je sais pas si tu te rappelles, moi, dans le passé, on nous avait annoncé des investissements chez Hydro-Québec. 185 milliards de dollars. C'est rendu 185 milliards. Mais à une certaine époque, on parlait de 90, 100. Et là, on est rendu à 185. Le premier ministre n'arrête pas de dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des coûts d'électricité pour le consommateur. Le président de Hydro-Québec a dit c'est inévitable. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Ça, c'était l'autre affaire dont je voulais parler avec toi. Puis là, je veux pas qu'on parle juste d'électricité, mais Michael Sebia a aussi fait une sortie. En fait, il était, je pense, en commission parlementaire, mais il a un peu dédié là, ce que beaucoup, et M. Legault et M. Fitzgibbon avaient avancé, là, autant sur l'octroi des blocs d'énergie qu'on a vu là, faire un peu derrière des portes closes, là, j'aurais envie de dire, depuis quelques années, autant sur la question de la tarification. Il est un peu... Puis ça m'a surpris, en fait, parce que je pensais que, tu sais, on avait remplacé Mme Brochu par M. Sebia un peu dans l'idée... Je croyais d'avoir quelqu'un qui était pleinement aligné avec la vision gouvernementale. Ça semble pas être le cas. Mais encore une fois, qui a... Je ne connais pas M. Sebia personnellement. Non. J'ai suivi sa carrière depuis BCE. C'est un homme d'une grande intelligence. 100%. Et c'est l'homme de la situation. C'est ça. J'avais envie de dire. Parfaitement. Ouais. Mais qui aurait pu penser dans sa tête qu'il allait contrôler M. Sebia? T'as beau être le premier ministre ou le ministre, c'est impossible historiquement. Hey, il nous reste 2 minutes, Phil. Je vais te parler des Investissements Québec. Vas-y. Investissement Québec, rendement de 2,6 %, qui est la vache maigre de l'ensemble
Non, mais ça, moi, je fais plus que ça dans mon portefeuille Disnat. 2019, il y avait 600 personnes, sont rendues 1200, 1300. Le premier ministre n'arrête pas de dire qu'il a créé des grosses jobs au Québec. Ben, c'est vrai, chez Investissement Québec, avec un salaire moyen de 133 000. Ouais. Et quelques millionnaires, mandarins millionnaires, comme je les ai appelés. Bonus, mais tu sais, comment tu peux donner des bonus en 2023 sur un rendement de 2,6 %? Non, mais quand drôlement, le plus bas de la classe. Je vais pas me chicaner avec toi là-dessus. Drôlement, Phil, je suis assez d'accord. Puis moi, tu sais, je me suis chicané avec du monde, puis poliment, là, on se parle encore, mais mais Francis, tu comprends, c'est parce qu'il faut attirer les meilleurs. Je suis comme, je sais pas comment te dire, mais si tu avais attiré les meilleurs, tu ferais pas 2,6 % de rendement. Tu sais, fait qu'à un moment donné, comme il y a comme une opposition dans les termes, tu sais, soit tu vas attirer les meilleurs, puis tu payes de big bucks et you make de big bucks, ou tu attires pas les meilleurs. Il faut juste faire attention parce que payer du monde 600 000 Phil, par année. Mais il faut faire attention à la présidente qui vient d'arriver. Elle n'est pas responsable de ce rendement-là. Non, elle est arrivée en février 2024. Donc, il faut la laisser placer les choses, sauf qu'elle hérite d'un organisme qui a été doublé. D'ailleurs, le président qu'elle a remplacé va continuer de percevoir des honoraires, ou en fait du salaire et des bonus. Oui, t'avais... écoute, franchement, on met une pause. C'est payant de travailler pour le gouvernement. Je voulais parler 2 secondes, mais c'est pas le gouvernement. Dollarama. Incroyable. Ouais. Je sais pas si. Je veux dire, je suis content pour Dollarama, je suis content pour les gens qui en détiennent dans leur portefeuille d'investissement, mais une partie de moi qui est comme, man, ça va pas bien. Pour moi, c'est. Puis comme pour les économistes, on appelle ça un proxy, là, c'est comme un. Quand Dollarama va bien, c'est que l'économie va vraiment mal. D'accord, mais tu sais, puis by the way, Dollarama, c'était le magasin à 1$. Après ça, c'était le magasin à 3$. Là, c'est rendu le magasin à 5$. Il y a beaucoup d'items à 5$. Mais ça reste que en dollars d'aujourd'hui, Phil, 5$, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu achètes à 5$, là, mais tu sais, un casseau de fraises, quand c'est 5$, c'est en rabais. Là. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je connaissais pas l'analogie, mais c'est sûr que si les ventes explosent chez Dollarama, c'est que l'économie va mal. Les Québécois cherchent des bargains. Chez IGA, puis Métro, puis tout ça. Je lisais d'ailleurs sur LinkedIn que d'ailleurs Super C, dans le groupe Métro, allait aussi super bien. Bref, c'était notre revue d'actualité. On manque un peu de temps. On a 4 invités, en fait 5, mais 4 entrevues à l'émission d'aujourd'hui. Donc, tous hyper intéressants. Tous hyper intéressants. Promis juré. Restez à l'antenne et on se retrouve évidemment dans un prochain segment et dans un prochain épisode. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. C'était assez difficile à manquer comme nouvelle, l'ouverture de ce méga centre d'achat, le Royal Mount, il y a quelques jours, là, à peine, quelques semaines. Vraiment un nouvel espace là, de luxe dans le panorama montréalais, dans la grande région de Montréal. On estime que ça va attirer plein de gens. Philippe est déjà allé. Fait qu'en fait, on va oublier nos invités, puis tu vas nous faire une chronique de 15 minutes sur comment c'était ton expérience au Royal Mount. Blague à part, on en a profité pour inviter Émilie et Jérémy Mercier, qui sont coprésident, vice-président. Oui, Émilie présidente, puis moi vice-président. Vice-président de chez M2, dans le fond, qui est une entreprise, une boutique de vêtements, on pourrait dire haut de gamme. Là, haut de gamme, moyen haut de gamme pour hommes et femmes. Et qui sont parmi les heureux élus là, du Royal Mount. Donc, vous avez une place là, dans ce bâtiment-là. On va peut-être commencer avec ça, puis on va ensuite revenir derrière là, sur M2 puis l'histoire. Mais grosso modo, donc, vous avez signé un bail, j'imagine, au Royal Mount. Êtes-vous aussi excité que M. Lotfi puis tout le reste? Oui, dans le fond, si je peux vous expliquer rapidement, on a une belle relation avec Carboneo, qui sont les propriétaires aussi du quartier 1030, où on a notre bureau chef. Très bien. Grande boutique. On a même 2 boutiques, 2 concepts différents au 1030. Bref, on a été approché par Carboneo parce qu'ils savent qu'on a une belle relation, puis ils connaissent bien notre gamme, puis tout ça, puis ils croyaient que ça allait être un plus-value pour leur centre d'achat. Alors, on a été visiter ça, la coquille, le gros chantier, impressionnant à voir, puis on est des personnes fous, alors on s'est lancé, puis ça s'est fait rapidement, là. Émilie, je poserais la question, parce que ce qu'on a beaucoup entendu dire à propos du Royal Mount, c'est que justement, vous êtes au 10-30, là, c'est que ça va cannibaliser des gens, mettons comme moi, là, qui vont à l'occasion au 10-30, à l'occasion au Carrefour Laval, ils vont
c'est pas nécessairement du nouvel argent, c'est de l'argent qui était déjà dépensé à une place. Ils vont venir maintenant le dépenser à cet nouvel endroit. Vous qui êtes dans les deux, dans les deux sites, est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène-là va se produire pour vos produits, pour votre marque? C'est sûr que pour le moment, on n'a pas vu de différence. Moi, pour le moment, je suis agréablement surprise. Je trouve qu'il y a vraiment des nouveaux clients. Okay. Des gens qui ne nous connaissaient pas, fait que ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Puis c'est sûr et certain qu'on va aller, d'après moi, chercher une clientèle de plus Laval, tous ces environs-là. Où vous n'êtes pas. Exactement. On était à Rockland. Pour l'instant. Oui, exact. Vous étiez à Rockland. Oui, on était à Rockland. Ben, on est à Rockland, mais ça finit très bientôt, malheureusement. Ce sont eux qui ont peut-être le plus à perdre. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Mais chose certaine, je ne connais pas le métier comme vous. Mais Francis, je ne suis pas d'accord sur le fait que, tu sais, puis on s'en est déjà parlé en ondes. Certainement. On n'est pas toujours d'accord, moi, Francis. C'est partie du jeu. La personne ne partira pas de Laval pour aller chez M2 au 10-30. C'est mon feeling. Ça peut arriver, mais c'est marginal. Ah non, ça, mais c'est là, clair. avec le Royal Mount, tout le West Island, la couronne nord, là, ils vont se déplacer. Ouais. Enfin, c'est mon impression, mais au même titre que moi qui habite sur la Rive-Sud, qui connaît très bien votre boutique du 10-30, que j'adore. J'ai acheté même une des deux apparemment, de mon garçon, là. Philippe. Mais ouais, c'est ça, mais moi, ça, je ne savais pas, by the way. Je connais une boutique, mais jamais je serais allé au Carrefour Laval, là. J'habite sur la Rive-Sud. Je viens déjà travailler en ville. It's enough. Je suis allé au Royal Mount parce que je voulais vivre l'expérience et c'est extraordinaire. Il va falloir que tu gagnes plus d'argent, t'acheter un hélicoptère, survoler le Valérie Plante Land. Non, il y a le REM et le métro. C'est vraiment bien, ça se fait. Moi, je suis allé par métro là, avec la bretelle d'accès. Extraordinaire. Pour vrai, tous les matins, j'ai décidé, je me suis pris une passe de métro puis de REM. Fait que je me stationne à la station 10-30, je prends le REM le matin, j'embarque dans le métro, ligne orange directement, pas de trafic, relax, on règle nos courriels. Si j'avais su qu'on ferait l'apologie du transport en commun dans ce segment, je me serais pris autrement. On voulait parler de M2 quand même un peu. Vous êtes une entreprise que vous avez reprise, on pourrait dire. C'était fondé par votre père. Par notre père, oui. Et puis, donc, peut-être nous dire un petit peu là, quelques mots. Je sais pas, je commencerai peut-être avec toi. Dans quel contexte tu disais avant qu'on commence le segment là, que c'était pas votre premier rodéo là, dans les boutiques? Depuis 86, notre père a parti ça. Puis vous deux, vous avez toujours travaillé dans la boutique? On a commencé dans les jeune. boutiques, Émilie, ça fait 18 ans. Moi, ça a fait 15 ans, là, quelques jours. Fait que quand même, on n'a pas été longtemps aux études, mais on a eu le coup de cœur pour ce métier-là. Pas parce que c'était notre père, tu sais, faut que t'aimes ça, là, on s'entend. Puis on est bon, je pense qu'on est bon là-dedans, on a chacun nos forces. Puis Papa Mercier, j'imagine. Exactement. Mercier, M2. Il fait quoi maintenant? Il nous aide. Il dit qu'il aime plus ça, mais il a l'air plus passionné de toute la gang. C'est ça, mais est-ce qu'il est resté un peu, tu sais, des fois, on appelle ça le concept de belle-mère, là, tu sais, la belle-mère qui reste dans les opérations. Dans le fond, Émilie, tu peux expliquer un peu le processus avec notre père pour ce nouveau magasin-là? Oui, dans le fond, nous, on a décidé qu'on signait là-bas. Puis, une fois que c'était presque fait, on l'a apporté sur le site. Pour lui dire qu'on voulait signer. Lui, il a eu un super bon feeling, mais ça a été nous qui avons géré, dans le fond, le projet à 100%. De bout en bout. Exact. Puis lui, quand ça a été le temps vraiment d'aménager la boutique, il est venu nous donner un coup de main, mais ça a été notre premier projet frères et sœurs sans papa. Très cool. C'est combien d'investissements, si c'est pas confidentiel? Tu sais, partir une nouvelle boutique? Il y a le côté construction, qui est environ 2 millions et plus. Puis il y a le côté inventaire. On a un magasin de 12 000 pieds carrés, des vêtements haut de gamme. On a quelques millions d'inventaire aussi. C'est fou, là. En fait, puis j'essaie de comprendre votre tolérance au risque, sachant que le e-commerce est de plus en répandu. J'ai comme l'impression, par contre, moi, je vais aller à votre boutique. J'achèterai pas en ligne, personnellement. J'aime encore aller voir. Vous avez, en tout cas, au 10-30, vous avez un staff extraordinaire. Merci, de conseillers pour nous aider. Puis ça, t'as pas ça en ligne. Ce qu'on vit moins de nos jours, hein, le service, l'expérience, c'est vraiment là-dessus qu'on pousse. Oui, on vend en ligne. On a un site en ligne. On fait super bien. C'est en croissance. Mais notre but premier, c'est vraiment le service
on repère là, de A à Z. Les personnes font carrière chez nous. C'est la chose la plus importante. Quand un client rentre chez nous... Votre plus vieil employé est là depuis combien de temps, mettons? Parce qu'il y en a qui sont là depuis 86. Il y en avait une, mais là, c'est ça. Depuis 86, il y en avait une. 15 ans, ouais. Il y a un monsieur au 18, aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Mais ouais, il y en a qui ont pris leur retraite, je te dirais. Eux, ça faisait le plus longtemps. Après 30 ans dans la même boutique. Mais je pense qu'Émilien est la doyenne. Je voulais arriver là-dessus un petit peu, justement. Donc, 18 ans, 15 ans que vous travaillez dans l'entreprise. Il y a papa qui a son opinion. Là, maintenant, la transaction est complétée. Là. La transaction est complétée, ça fait presque 2 ans. C'est ça. Là où je voulais en venir, c'est comment travailler avec son frère, mettons, tous les jours. Nous, on tripe. Si je peux utiliser ce mot-là. Vous chicanez jamais, vous êtes toujours d'accord sur tout. Je veux pas mettre de la chicane entre vous. Premièrement, c'est impossible si je chicanais avec lui, je me chicane tout seul. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont des mauvaises expériences d'entreprise familiale. J'ai envie de dire que c'est la majorité qui ont des mauvaises expériences. Nous, non. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait notre réussite. Moi, puis Jérémy, on est vraiment du monde qui sont passionnés de qu'est-ce qu'on fait. On n'a vraiment pas les mêmes forces. Puis je trouve qu'on est vraiment une bonne équipe. Là. Mais tu vois la différence. Puis encore une fois, là, si je veux pas vous flatter dans le dos, là, mais tu rentres dans votre boutique, il y a une atmosphère qui est là qu'il n'y a pas ailleurs. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les boutiques là, comme étudiant. OK. J'ai commencé chez les boutiques Néon à l'époque. Okay. Mais à l'époque, le propriétaire était dans la boutique. Quand moi, là, j'ai 48 ans, donc ramène-moi il y a 32 ans. J'ai commencé là à 16 ans. Quand le propriétaire est sur le plancher, ça fait toute la différence. C'est ce qu'on disait justement à nos employés tantôt. On est présent, là, on est là. Peut-être que ça leur met un petit poids sur les épaules, même si on est quand même cool, je pense. Mais c'est sûr que ça met un petit poids sur les épaules. On voit tout. On a un gros investissement qu'on a fait. On veut que ça fonctionne de la bonne façon. On veut que les clients soient répondus tous de la même façon, d'une façon exceptionnelle. C'est certain que c'est différent. On mise mais je pense qu'ils sont heureux d'être pour une entreprise familiale québécoise. Puis là, si je vous demande à quoi ça va ressembler une business comme celle-là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous êtes relativement jeune là, au premier abord, là, mais mettons, quand vous allez léguer ça à vos enfants, là, ça va ressembler à quoi? Je sais pas si on va léguer ça à nos enfants. Ça va dépendre, dans le fond, si eux, c'est quelque chose qui les intéresse, qui les passionne, mais moi, je crois vraiment à l'avenir d'M2. On a tout changé le branding, on l'a amélioré, on a fait plusieurs beaux changements, ce qui fait que moi, je trouve qu'on se positionne vraiment bien dans le marché. Mm-hmm. Puis l'avenir avec le fait qu'on est dans ce centre-là, ça va être une super belle opportunité pour nous, justement, de se faire connaître. Nous, on fait vraiment tous des concepts d'à peu près 11 000 pieds carrés minimum. Donc, ce qui est quand même grand. C'est quand même grand, mais c'est vraiment le concept M2, c'est le nouveau concept. C'est vraiment comme une ville. En fait, où on retrouve le jardin au milieu où il y a les souliers hommes et femmes. À l'arrière du magasin, on retrouve la terrasse où il y a le bar à café où on peut prendre un petit verre. Fait que pour faire ce genre de concept-là, de service, puis pour se sentir un peu à la maison, mais ça prend quand même de l'espace. C'est certain. Puis voilà, mais M2, c'est sûr que pour moi, c'est juste un début. Ce n'est qu'un début. Et là, donc, vous avez 2 boutiques au 10-30. Exactement. Vous venez de dépenser 2-3 $ apparemment au dire de Jérémy. Est-ce qu'il y a des visées d'aller à Québec, à Ottawa? Je veux dire, est-ce qu'il y a une notion géographique dans votre vision? Hein? On a beaucoup de clients quand même de Québec qui viennent travailler à Montréal régulièrement puis ils arrêtent chez nous pour s'habiller. Parce que, on n'a rien à Québec comme ça. Vous devriez vraiment venir. Ben là, ils ont le Simons. Oui, le Simons. C'est intéressant. À Québec, on ne se le cachera pas. Avec les jeunes enfants, c'est notre entreprise. C'est pas quelque chose qui est viable en ce moment, mais peut-être un de ces jours quand il va être un petit peu plus. C'est ça, parce qu'éventuellement, pour ouvrir un autre marché, ce que je vous entends, c'est que vous souhaitez vraiment donner beaucoup de vous là, dans ces boutiques-là. Ça prend il y a un de vous deux qui va déménager à Québec. Nous autres, ça vient tout en paquet de 2, notre affaire. Même auto, même roulotte. Fait que ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais le prochain projet, c'est le quartier 10-30, notre magasin. Ça fait 12 ans qu'on est là.
gros projet qu'on veut pas trop parler, mais on travaille déjà sur quelque chose pour 2026. Dans les médias pour nous dire que vous pouvez pas rien dire. 2026, ça sent bien, mais tu sais, en même temps, le nouveau branding et tout ça, c'est... Je note ça, Phil. Il faut les réinviter en 2026. En tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances. Ça vient d'ouvrir le Royal Mount, ne serait-ce que pour aller voir la bâtisse. C'est vraiment bien. Encore mieux, faites un petit arrêt. Prenez un café. On peut prendre un café. Notre pièce secrète, là. Ouais, pièce secrète. Écoute, franchement, je commence à me dire que je devrais peut-être m'y mettre. On ira ensemble. Ouais. Je sais pas si on a les mêmes goûts. C'est comme amener notre relation à un autre niveau, Philippe Richard-Bertrand. En tout cas, Émilie, Jérémy, merci d'avoir été avec nous. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. C'est toujours excitant, Phil, quand on a des nouveaux espaces, des nouvelles idées qui émergent dans la ville. Puis là, c'est en plein cœur de Griffintown. L'Imaginarium, c'est ça? Qui est le projet, le bébé, pourrait-on dire, de Magda Slezak qui est avec nous en studio. Bonjour, Magda. Bonjour. Imaginarium, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concept? Comment ça fonctionne? Ça coûte cher? Est-ce que c'est beau? Ça fait beaucoup de questions en même temps. C'est quoi? J'étais inspirée de créer un terrain de jeu photographique où ce que les gens peuvent se prendre en photo, soit tout seul ou avec une photographe. On va offrir un service de photographe bientôt et avoir des photos artistiques. Il y a 16 univers complètement différents pour s'inspirer, pour s'amuser. Okay. Puis donc, c'est une idée un peu inspirée de la culture du selfie, j'imagine? Oui, exactement. Ça, hein? Il y en a un petit peu partout au monde et je voulais l'amener ici à Montréal à un niveau très créatif. On a donné le mandat à une conceptrice visuelle qui travaille pour du cinéma. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis, quel genre de personnes ça attire? Vous appelez ça un musée, je pense? Oui. Oui. Est-ce que c'est pour moi? J'imagine que vous allez dire que oui, c'est pour tout le monde, mais si on dit on segmente la clientèle cible, ça ressemble à quoi la personne qui s'intéresse à ce type de musée-là? C'est drôle. On pensait que c'est plus pour des jeunes, mais à notre soirée de lancement, il y avait de toutes sortes d'âges. Et tout le monde s'amusait. C'était même les personnes dans les 50, 60 ans, ils ont ri, ils se sont amusés autant que les jeunes de 15 ans, de 20 ans. Donc, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Et votre expérience comme entrepreneur, est-ce que c'est vos premiers faits d'armes, on va appeler ça comme entrepreneur? Ou, C'est mon 3e bébé. Ah oui? Que font les 2 autres? Oui, sont-ils grands? Ont-ils quitté la maison? Oui, il y en a un qui a 22 ans. Donc, ça, c'est Magenta, studio photo, qui existe de presque 22 ans. Vous êtes la fondatrice de ça? Oui. Ah, ça, j'ai une anecdote pour ça. Ah oui? Moi, à une certaine époque, quand mes enfants étaient jeunes, je pensais me faire barrer comme tu te fais barrer au casino. Je cherchais une façon... OK, parce que j'ai dépensé des sommes colossales d'argent dans le studio de photo Magenta, qui est extraordinaire. Merci. Quand tu avais des jeunes enfants. Hey, mais ça fait longtemps que ça existe parce que mon garçon a 18 ans. Uh-huh. Et on est allé là bébé, mais c'est fantastique. Tu arrives à cet endroit-là. Mais pourquoi tu avais peur de te faire barrer? Non, mais je voulais me faire... dépensais trop d'argent. Puis à chaque saison, mon ex-conjointe me disait... On va-tu refaire une petite session de photos? Puis, tu pars de là, pas juste avec les photos, tu achètes le frame, le cadre, etc. En tout cas, t'es peut-être dû pour une autre séance. C'est ça. Ben, OK, je ne savais pas que c'était vous qui avez fondé ça. Ouais. Et le deuxième enfant prodige. J'ai toujours eu 2 passions depuis toujours. Une, c'était la photo et l'autre, c'était du café. OK. Café et des produits gourmands. Donc, le deuxième bébé, c'était le Petit Dep. Ah oui, OK. Et ça, il y en a plusieurs à Montréal. Il y en a 2 dans le Vieux-Montréal. Il y en a un à Griffintown. Moi, tu vois, c'est moi qui ai beaucoup dépensé d'argent. Franchement, avoir su. Oui, j'ai habité sur de Brésil et Saint-Sulpice longtemps. Okay, fait que c'était mon épicerie, mon dépanneur, mon bar. C'est vraiment un bel endroit, là, le Petit Dep. Là. Ouais. Comment vous jonglez avec les 3 projets en parallèle? J'ai une très bonne équipe en arrière de moi que j'adore. Donc, ça se fait pas tout seul, c'est certain, mais je travaille fort. Parlons de l'espace un petit peu. C'est environ 5000 pieds carrés. C'est à Griffintown, oui. Donc c'est ça. Vous parliez des 16
Univers, merci. Oui. Parlons, quels sont les univers qui vous impressionnent le plus ou qui vous excitent le plus? Pouvez-vous en décrire un ou deux, là, disons? Je pense qu'une de mes préférées, c'est la scène de 70s. Donc, shag carpet, on a des vinyles, une chaise bulle. Donc, on a aussi un jeu avec un miroir. Il y a comme 3 façons différentes de se multiplier, dépendant de la façon qu'on s'assoit. Il y a des arches avec des néons colorés. Il y a une scène diva, il y a une scène tiki. On voulait aussi créer plusieurs thématiques montréalais. Donc, on a le Skyline de Montréal. Okay. On a une piscine poutine. Poutine? Oui, dans laquelle on peut vraiment lancer. OK. Et on a aussi une bande de métro. OK. On a aussi on a fait appel à quelques artistes de Montréal. Et il y a Jason Wasserman qui est connu pour ses bandes dessinées des neighborhoods de Montréal. Il nous a fait une des univers. Okay. Donc, c'est une neighborhood classique de Montréal. Et on a ajouté des écureuils fuchsia un petit peu partout dans la scène, juste pour le rendre plus ludique. Et un autre artiste, il a fait des expressions un peu à la québécois. Donc... des mots d'église, c'est ça? Oui, c'est ça. On va dire ça comme ça. Oui, un peu. Et on peut se prendre en photo avec un tabarnak, mettons. Oui, exactement. C'est moi qui le dis, c'est correct. Et c'est dans un building historique à 4 étages. Et les 4 étages, on a demandé à Dan Buller, c'est un artiste aussi, graffiti artist, qui est de peindre toute la cage d'escalier des 4 étages et de faire une murale à l'extérieur. Donc, je suis fière d'impliquer aussi des artistes locaux dans le projet. Sans nous donner des chiffres exacts, mais est-ce que ça nécessite un gros investissement qu'un projet comme ça? Oui, mais comme n'importe quel projet, on pense que c'est temps, puis finalement, c'est 2 fois temps. Donc, oui, ça a été quand même un investissement important. Mais je pense que le résultat le montre. Ses qualités, même les salles de bain. On a un urinoir disco. Donc, les gens... On peut-tu se prendre en photo? Mais c'est drôle parce que les gens, ils ouvrent la porte puis ils disent, est-ce qu'on peut vraiment faire pipi ici? Ils pensent que c'est une scène, c'est tellement trop beau. Donc tous les détails, on n'a pas comme oublié aucun détail. Le modèle d'affaires, c'est de fonctionner avec une genre de vente de tickets d'entrée. Oui, exactement. Est-ce qu'il est envisagé de peut-être privatiser pour des soirées le lieu pour faire exactement. un banquet? On commence à avoir des bookings pour des événements. Donc, c'est une activité très amusante pour du corporatif ou des parties de Noël. Ce qui est intéressant, c'est dans ce building à 4 étages, il y a aussi le Petit Dep. Et au dernier étage, il y a le loft. Ça, c'est notre café coworking et on fait aussi des événements. Donc, ça peut être comme un mélange des deux. On loue le loft pour la bouffe et le DJ et on descend la cage d'escalier jusqu'en bas pour se prendre en photo dans le musée Imaginarium. Donc, ça, c'est... Ça a ouvert à la mi-juillet cette année, cet été. Est-ce que les gens viennent? Que vous... Oui, c'est plus occupé un peu plus la fin de semaine. Okay. Donc, on est... Puis j'imagine que ça peut être un point d'arrêt aussi pour les circuits touristiques. Là. Les gens qui viennent de l'étranger, c'est assez spécial, on pourrait dire, comme lieu. Ça détonne du exactement. reste de la ville. Et le fait qu'on a aussi plusieurs thématiques qui sont
montréalais, comme la piscine Poutine et le Skyline. Donc, ça fait un petit clin d'œil à Montréal. J'ai envie de me faire ça, une piscine de Poutine chez moi, mais ça sera pour une autre fois. Et donc, là, vous êtes à l'antenne de Cube, mais comment est-ce qu'on fait pour faire connaître un espace comme ça? C'est quoi la stratégie, je sais pas, marketing, médiatique derrière c'est quand même un lieu, comment dire, c'est pas un musée traditionnel, c'est pas, le petit DEP, là, on passe devant, forcément, ça se remplit presque tout seul. Comment est-ce qu'on fait connaître, en fait, l'Imaginarium? On travaille avec Tourisme Montréal. On est sur leur site web. Okay. Et on parle aux concierges dans les hôtels. On fait des annonces Facebook, Instagram. On en parle aussi dans les magasins de Le Petit Dep. Donc, c'est un peu... Puis j'imagine que le fait que les gens se prennent en photo, puis que ce soit souvent des gens qui sont sensibles aux belles choses, on pourrait penser à des influenceurs, là, petits et grands. Là, exactement. Mais c'est son propre marketing, là, dans une certaine mesure. Oui, hein, exactement. C'est très intéressant comme modèle d'affaires. Est-ce que vous pensez en ouvrir d'autres éventuellement? Le musée Imaginarium? Je sais pas, maybe not. Je suis pas rendue là dans la réflexion. Mais parce que vous dites qu'il y en a d'autres dans le monde, disons, du même... la même source, là, du même registre? Je pense qu'il y a des chaînes qui existent. Il y a des chaînes, oui, OK. C'est ça. Donc, je dirais plus non. Je préfère de me concentrer sur celui-là ici. Mais fait que c'était pas l'idée de faire comme le Petit Dep, par exemple, où vous en avez quelques-uns. Non, parce que vous avez l'expertise de développer, sans dire un concept de franchise, mais plusieurs locations, mais ça semble pas être votre projet en ce moment avec ce projet-là. C'était quand même un gros projet. Donc, ça veut dire que ça a coûté cher. Oui, donc à voir. Pour l'instant, on est très heureux de s'en occuper de lui qui est ici à Montréal. En tout cas, le lieu de l'art magnifique, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, mais avec mon petit œil croche, je regardais quand même des photos depuis tantôt. Ça a l'air vraiment le fun. Et puis, évidemment, c'est ouvert. C'est ouvert 7 jours sur 7. Oui. On peut y aller. C'est surtout occupé le week-end. Donc, si on y va en semaine, c'est peut-être plus à nous. Oui, exactement. Comme on peut dire. C'est au 290 rue de la Montagne. Donc, puis on peut s'y rendre, là, comme je disais, en semaine. Ça coûte une $30, là, si je comprends bien. C'est $35 pour le billet d'adulte, 25 pour tiens, Phil, à chaque invité qu'on a ce soir, on va faire une petite activité, toi puis moi. Fait que là, tantôt, on allait, moi, pour mon on allait au Royal Mount. Pour mon prochain party corpo. Une séance de photos? Ça peut faire... non, commence pas, là. En tout cas, Magda, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur le balado. Puis en plus, que je découvre que tu es celle qui m'a vendu des sandwichs au jambon pendant toutes ces années au Petit Dep. J'ai comme un peu d'émotion. Merci d'être venu au studio. Merci à vous. On se reparle bientôt. OK, merci. Bye. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. Il sortait cette semaine un livre quand même très intéressant. J'ai eu la chance de feuilleter, toi aussi, Phil. Les maîtres de la bourse au Québec. En reste-t-il des maîtres de la bourse? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce que soutient André Gosselin, qui est notre invité, qui est l'auteur de ce livre-là. Et évidemment, sous cette présentation des maîtres, là, j'imagine qu'on présente quelques petits trucs pour s'enrichir, André, dans le livre. Tout à fait. C'est un livre qui s'adresse d'abord au public des investisseurs, que ce soit investisseurs autonomes ou ceux qui ont des conseillers financiers avec eux. Ouais. Puis, j'ai réussi à trouver une douzaine de gestionnaires de portefeuille, essentiellement en actions, qui se sont illustrés au Québec. Mes critères de sélection étaient... les trois principaux étaient les suivants. Il fallait qu'ils soient installés au Québec, évidemment, qu'il y ait un historique de rendement d'au moins 15 ans. Là-dedans, il y en a qui ont un historique de rendement de 20, 25 ans, 30 ans. Bien sûr. Il fallait qu'il ait battu aussi ce qu'on appelle les indices de référence, les barèmes de référence. Alors, c'est le cas des 12 gestionnaires que j'ai dans le livre. Certains gèrent beaucoup de grosses caisses de retraite. Là. Il y en a un, Nadim Risk, qui gère 70 milliards de dollars. Mais en même temps, il est gestionnaire pour des fonds communs de placement à la Banque nationale. Alors, comme je disais, j'ai pu le feuilleter et j'étais surpris.
c'est pas des noms qu'on voit à la télé souvent. Là. C'est pas des superstars là, de la finance québécoise. C'est pas des chroniqueurs économiques. Tout à fait. C'est des gens qui font un travail de gestion de portefeuille, je pense, plus... Je sais pas si j'ai envie de dire la discrétion, mais c'est quand même un peu l'impression que j'avais. Puis encore une fois, pour baigner dans ce milieu-là, j'en connaissais quelques-uns de noms, mais encore une fois, ce ne sont pas des gens qui ont cherché beaucoup l'attention du public. Est-ce que ça vous surprend, ça, André Gosselin? En fait, c'est eux que vous devriez inviter à votre micro, là, plutôt que moi, parce que c'est eux, ce sont les experts. Ah non, mais c'est parce qu'on laisse les autres faire tout le travail à notre place, puis là, on invite juste le résultat. Ouais. On est un peu paresseux, en fait, André. Ouais. Il y en a qui sont discrets, effectivement. Il y en a qui veulent être profil bas, tu sais. Des fois, ça peut être mal vu, des gestionnaires de portefeuille, tu sais, dans le domaine du capitalisme, la richesse, les requins de la finance. Ouais. Alors, il a quand même fallu percer la coquille de certains là, pour que je puisse écrire un chapitre sur chacun d'eux. Là. Mais la plupart sont ouverts à ça. La plupart ont quand même un grand public, souvent par les réseaux sociaux, par les conférences qu'ils peuvent donner, l'Assemblée générale de leur... pas actionnaire, mais l'Assemblée générale de leurs clients qu'ils peuvent organiser. Mais je pense que d'investir à la bourse ou les gens qui travaillent à la bourse, pendant plusieurs années, ça a eu comme une mauvaise connotation à cause des films comme Wall Street, le film, le loup de Wall Street après ça. Mais souvent, quand moi je dis à des collègues de travail ou des amis que j'ai un peu d'argent en bourse, là, puis là, je dis, hey, les gars, c'est des fonds de placement, là, c'est pas du day trading à tous les jours. Les gens que vous avez partagés là-dedans, c'est des gens qui ont des stratégies de placement. Ouais. C'est pas, ils ne tradent pas à tous les jours là, à qui veut l'entendre. Là. Effectivement. Non, c'est des gens qui ont une discipline, qui sont pas influencés par les cycles économiques. Là, et c'est ceux qui peuvent investir selon les cycles économiques, mais la plupart, ce sont des gestionnaires qui sont patients, qui aiment investir dans des titres de croissance. Ceux qui ont le bien réussi depuis 10 ans, c'est ceux qui ont investi dans des titres des compagnies qui connaissent une croissance de leurs revenus, de leurs profits supérieure à la moyenne. Il y en a qui ont davantage un style valeur, c'est-à-dire qui, sans investir dans des compagnies exceptionnelles, ils aiment investir dans des compagnies correctes, mais qui sont sous-évaluées par le marché, en espérant les acheter à bas prix, puis les revendre à un prix supérieur. Et puis, qu'est-ce qui... là, c'est peut-être difficile à faire là, comme ça en 30 secondes, mais est-ce qu'il y a des idées, disons, est-ce qu'il y a un fil rouge à travers ces 12 rencontres-là que vous avez faites, ces 12 individus? Est-ce qu'il y a comme une morale de l'histoire ou quelques leçons dont qu'il faut tirer d'un livre comme celui-là? Bien, ils ont des styles différents, ils ont des approches différentes. Il y en a qui sont très macroéconomiques, là, qui vont regarder l'ensemble de la planète, les pays où ça va bien, les industries où ça va bien, puis ils vont faire ça un peu en entonnoir jusqu'à acheter 100, 150, 200 titres. Il y en a d'autres qui vont être très concentrés sur 20, 25 titres. Mais ce qu'ils ont en commun, là, peut-être pour répondre à ta question, c'est que ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui ont une passion pour la bourse, souvent à la fin du secondaire, au cégep, évidemment à l'université. Il y en a qui ont une formation d'ingénieur puis qui ont changé de carrière après avoir travaillé comme ingénieur. Fait que c'est vraiment le point commun de tous ces gens-là, c'est la passion. Parce que c'est un métier difficile. Là. Oui. Gérer l'argent pour des autres. C'est stressant. Il faut connaître la performance. Même ceux qui gèrent de l'argent dans des grosses caisses de retraite, là, il y en a un qui gère jusqu'à 70 milliards de dollars. Là. Il faut amener des rendements. Si les rendements ne sont pas là pendant 1 an ou 2, ils se font tirer la plug, l'argent va sortir du fonds. Fait que c'est un milieu très stressant. Moi, je les admire beaucoup, les gestionnaires de portefeuille, surtout ceux qui affichent leur rendement, parce qu'on ne le voit pas tout le temps. Il faut qu'il y ait une certaine transparence, là, surtout pour les clients. C'est pour ça que j'ai choisi ces 12-là. Là. Tu peux aller sur leur site Internet, puis tu vois c'est quoi leur rendement année après année. Est-ce qu'ils font mieux que leur indice de référence ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire qu'ils sont très bons, mais on ne voit pas vraiment les chiffres. Là. Ils sont meilleurs que la moyenne du marché. Dans vos discussions avec eux, est-ce qu'il a été question de l'arrivée des chatbots de ce monde, de tout ça? Moi, je connais des amis, puis moi, ça Robo-trader. Oui, mais moi, ça m'inquiète, moi, honnêtement, là, que j'ai des amis qui basent leur stratégie d'investissement
sur, tu sais, genre carrément dans ChatGPT, là, qu'est-ce que je devrais acheter comme fonds ETF. Nice. Puis, est-ce que ça a été une discussion? On va parler de ça, mais plus largement, le constat qu'il faut faire là, avec l'investisseur autonome, parce que ça, c'est surtout les investisseurs autonomes, ceux qui pensent qu'ils ont les outils pour gérer eux-mêmes leur portefeuille. Fait que le constat qu'on fait depuis 10-15 ans, j'ai écrit un livre là-dessus aussi, c'est que l'investisseur autonome connaît des rendements épouvantables. Il y a eu des enquêtes aux États-Unis, il y a eu des enquêtes au Canada. La personne pense qu'elle a les outils pour investir sans avoir accès à un conseiller financier et on constate que les rendements sont vraiment pas là. Et souvent, la personne se laisse trop avoir par les cycles du marché, les menaces de récession, menaces d'une guerre avec la Russie. Je ne veux pas généraliser, mais ça me semble avec des gens, puis je ne veux pas généraliser, mais pour ceux du moins que j'ai dans mon entourage. Mais tu vas généraliser. Non, mais c'est en tout cas ceux qui sont dans mon entourage, tu sais, j'en ai pas non plus une quarantaine, mais j'en ai facilement une dizaine, là, des gens émotifs, là. Ouais. C'est ça, réactionnaire. Ouais. Puis, donc, moi, encore une fois, ma connaissance des marchés boursiers, moi, j'ai mis de l'argent dans des fonds de placement. OK. Ouais. Puis, jamais je vais m'occuper ça de moi-même pour la simple raison que c'est un métier. Selon moi, c'est un métier. Comme moi, j'ai un métier. Là, quand les clients viennent me voir, c'est parce que j'ai une expertise dans ce domaine-là. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est un métier. Puis de connaître ces 12-là qui, moi, honnêtement, j'en connaissais un. Okay. Dans tes 12. J'ai trouvé ça hyper intéressant de feuilleter ça. Puis, comme je te dis, juste pour, de savoir qu'on a des all-stars comme ça au Québec, c'est le fun dans ta barouette. Là. Ouais. Il y a une masse critique de bons gestionnaires. Ce livre-là, j'aurais pas pu l'écrire il y a une quinzaine d'années. Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un historique de rendement, comme je disais, d'au moins 15 ans. Il y en a que c'est près de 30 ans. Là. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis, je peux pas vous cacher que c'est un plaidoyer pour ce qu'on appelle la gestion active. Parce qu'il existe aussi la gestion passive en investissement. C'est-à-dire qu'on achète un indice de la bourse, l'indice S&P 500. Puis on laisse ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, c'est vraiment un plaidoyer pour ceux qui font de la gestion active et qui sont capables de faire mieux que l'indice S&P 500 ou que l'indice canadien ou que l'indice international. Fait que Puis à la fin de chacun des chapitres, j'ai un tableau qui dit... combien d'argent ça prend pour aller chez tel gestionnaire, parce qu'il y en a, ça peut aller, tu peux investir $500, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, c'est un actif de 200 000 pas $1 million, là, mais ça peut aller jusqu'à 750 000 Mais je pense que c'est pas fou ça non plus, parce que ce que moi ça me dit, c'est que la personne qui veut un investissement minimum de 200 000, c'est que lui, il a compris que son expertise est là. C'est pour cette valeur d'investissement-là. Ouais. Alors, honnêtement, moi, quand j'ai lu ça, là, je les ai vus, il y en a que, je lisais l'histoire, puis je me disais, hey, c'est intéressant, faut que je me rende là. À une certaine époque, moi, j'ai une amie, là, que tu connais, Anne Marcotte. Anne Marcotte. Anne Marcotte, elle s'est payée une action de Warren Buffett. Ah oui? Tu sais, une action de plusieurs, je pense que... milliers de dollars. Il y a des actions de catégorie A, catégorie B. Là, je pense que c'est quelque chose comme 200 000 $. Là, je ne veux pas me tromper. Il me semble qu'il y a une catégorie A. Là, mais tu sais, elle n'a pas... C'est pour être invité à Omaha, c'est ça? Non, mais imagine, quand elle recevait son document, son nom, invitation à l'Assemblée annuelle. Forme de célébration. Non, c'est ça, quasiment. Mais je me dis que ça doit être intéressant. En tout cas, moi... comme je t'ai dit, je ne l'ai pas lu au complet, je l'ai feuilleté, mais je vais le lire. Je suis allé là-dessus, puis je me suis dit, ça, il faudrait que je me rende là d'être capable de... Il y en a plusieurs là-dedans que vous citez Warren Buffett, il y en a plusieurs là-dedans que c'est vraiment des fans de Warren Buffett qui ont appris beaucoup de Warren Buffett, mais qui ont adapté son style en fonction de leur personnalité à eux pour investir au Canada ou aux États-Unis ou à l'international. Avec le même type d'approche et de philosophie. Ouais. Je suis toujours un peu intrigué, puis j'écoute beaucoup de balados en finance aussi, André, mais ces gens-là qui gèrent 70 milliards, là, ce genre de montant-là, là, à un moment donné, l'argent devient comme une abstraction. Là. Je veux dire, on veut faire des rendements, là, tout ça, mais c'est comme c'est plus l'argent là, pour s'acheter des cacahuètes. Là. C'est pas la même chose. Je sais pas si c'est une question que tu leur as posée, mais peut-être une observation pour avoir écrit quand même la bio de François Rochon et tout ça. Ouais.
c'est quoi leur relation à l'argent, comme dans le quotidien? Ils ont-tu comme 200 pièces dans un portefeuille? C'est quelque chose Est-ce qu'ils parlent d'argent au sens de la consommation ou c'est juste comme l'argent, genre billions and billions? Je suis toujours intrigué, parce qu'ils sont clairement rendus à un niveau que c'est plus une question de payer l'épicerie ou les 3 maisons ou la voiture que tu veux. Là, c'est comme 1 ou 2 zéros plus loin. Là. Pour certains, ça a été un métier très lucratif. Oui, ben c'est ça. Après 30 ans, tu cites François Rochon. Bon, François gère à peu près pas loin de 3 milliards de dollars, mais c'est beaucoup des particuliers. C'est pas des caisses de retraite. C'est pas des fonds de dotation. Dans son cas, lui, c'est un passionné d'art, c'est un collectionneur. Fait que lui, la moitié des profits de sa compagnie s'en va dans sa collection d'œuvres d'art. Il a même inauguré un musée à Shefford il y a quelques mois. Fait qu'il y en a à un moment donné où, effectivement, au début de leur carrière, c'est des gens qui aiment l'argent. Il ne faut pas se le cacher. Quand on étudie en finance et tout ça. Mais l'argent pour en avoir, l'argent pour en dépenser ou l'argent comme... Ah oui, OK. Fait qu'il y a ça quand même. Je pense quand tu as ton musée privé, pensez, c'est un autre niveau. Mais encore une fois, moi, je trouve ça hyper excitant. J'ai été chanceux, moi, dans ma carrière, j'ai côtoyé des hommes d'affaires qui avaient énormément d'argent. Pas des investisseurs, mais des gens qui avaient des sociétés manufacturières de services. Puis ce couteau dans les dents, là, c'est pas l'appât du gain, c'est l'appât de l'argent. Tu comprends? Ouais. Du rendement, en fait. Oui, mais tu sais, je vais en nommer un, là, mais Régis de Cofomo, là, qui a monté une business d'1 milliard. C'est un monsieur qui a très bien gagné sa vie, mais lui, il était drivé par les profits, là. Puis, il traite bien son monde, traite bien ses clients, mais tu voyais que quand il parlait de profitabilité, là, mais ces gens-là, dans ton livre, c'est une autre type de profitabilité. C'est un rendement. Eux, ils carburent au rendement, je présume. C'est ça qui est fait triper. La plupart, ce sont des gens qui aiment les entreprises, qui aiment les entrepreneurs, les succès qu'on a connus au Québec, les Couche-Tard, les Dollarama et tout ça, là. C'est des gestionnaires qui admirent ces gens-là, évidemment, là, parce que c'est quelque chose, le succès d'un Couche-Tard ou d'un Dollarama ou d'un CGI. Bien sûr. On est loin de Lion électrique. Même Métro au Québec, là. J'ai faim de non-recevoir. Par contre, il y en a d'autres, eux autres, ne sont pas vraiment concentrés sur les entreprises comme telles. C'est plus au niveau macroéconomique. Dans quel cycle on se retrouve? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de cash, beaucoup d'encaisse dans le fond parce qu'il y a un risque de récession ou d'un atterrissage en douceur? Ça doit tellement être abstrait, ce bout-là, là, comme concept, là, surtout pour un néophyte. Là. Ouais. J'ai essayé de vulgariser, évidemment. Là. Ça s'adresse au grand public. C'est question de vulgariser ça puis de voir pour le public, là, qui m'intéresse là-dedans, puis moi, ma philosophie en tant qu'investisseur particulier, à qui je corresponds dans ces 12-là. Là. On parlait avant le début de l'émission d'économie politique, tu me disais Marx, là, tout ça, mais sans tomber dans cet extrême-là, est-ce que ces investisseurs-là ont une réflexion sur les inégalités, sur l'accumulation du capital? C'est quand même des gens brillants, j'imagine. Là. Ils sont pas... dupes de ce qui se passe. Puis encore une fois, sans me faire sans avoir la faux et le marteau. Là. Mais est-ce qu'il y a une sensibilité à ça ou une réflexion sur justement la gestion des finances publiques, la fiscalité? Là, il y a quand même... C'est des gens de finance, j'imagine, qui doivent avoir 2-3 idées sur ce qui se passe actuellement en Amérique du Nord et dans le monde. Qu'est-ce qu'ils me diraient si je les avais au micro devant moi? Je pense qu'en vieillissant, ces gens-là se détachent un peu de l'argent. À un moment donné, quand tu as ramassé une fortune personnelle, qu'est-ce qui peut te faire plaisir? Là, les voyages, ils peuvent se payer. Un musée à ton nom. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'il y en a qui font déjà des dons importants. La philanthropie, par exemple. La philanthropie. François Rochon fait des dons pour les jeunes artistes, promouvoir les jeunes artistes au Québec. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Je dirais que la question des inégalités dans le monde, évidemment, c'est des gens qui ont une philosophie libérale. Il ne faut pas se cacher. Peut-être même libertarien dans certains cas ou néolibéral.
T'as pas de marxiste là-dedans. Je m'attendais. Ça ne fait pas avec l'emploi, d'après moi. Non, ça serait bizarre. Le contraire m'eût étonné. En tout cas, c'est en librairie cette semaine. Là, fait qu'on peut trouver ça au 4... aujourd'hui, en fait, on enregistre aujourd'hui. Ça va être diffusé dans quelques jours, mais c'est sorti cette semaine, okay. André. Donc, on peut trouver ça un peu aux quatre coins de la province. Et si je me fie au travail de notre ami commun chez Saint-Jean, les libraires doivent être motivés de le vendre, ce livre-là. Et donc, j'ai parcouru en diagonale, mais on va se faire un devoir, Philippe et moi, de le lire, d'en acheter une copie et de le lire. Merci en tout cas d'être venu à l'émission, André. Au plaisir. Puis, plaisir. À une prochaine rencontre, peut-être. N'oubliez pas d'inviter les gens qui sont dans le livre aussi. On va passer par toi. Merci. Ça marche. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. C'est dans quelques jours que commence un événement qui m'intrigue beaucoup. J'imagine que je suis trop vieux pour y participer, Philippe Richard Bertrand, mais il y a plein de jeunes... Si toi, t'es trop vieux, imagine-moi. Plein de jeunes... pas si jeunes, tu sais, des gens en pleine possession de leurs moyens, mais qui participent à cette affaire-là. Ça s'appelle One Young World. C'est un événement qui a lieu à Montréal vers la fin septembre et on a la chance d'être avec Kimia Shafighi qui y participe. Elle est diplômée en neurosciences de McGill, puis fondatrice d'une start-up. Donc, on va rapidement, en tout cas, explorer tout ça. Bienvenue à l'émission, Kimia. Merci beaucoup. Commençons avec One Young World, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un sommet où ils ont invité des changemakers de partout du planète, donc 195 pays. Okay. Et c'est vraiment pour faire des changements dans le monde, donc dans le IA, dans la paix mondiale, dans le changement climatique. Okay. Et, c'est des conférences, c'est des ateliers, un peu de tout ça? Oui, c'est des ateliers, une conférence et beaucoup d'invités vraiment... très haut. Donc, une de mes héroïnes, Dr. Jane Goodall, qui va être là. Qui a travaillé avec les primates. Oui, là. Exact. Elle doit être vieille, Jane Goodall. Elle était vieille quand j'étais petit. Donc, oui, elle est... je pense que maintenant, c'est l'honorable Jane Goodall. Elle sera à Montréal pour cet événement. Wow, c'est impressionnant. Et comment on sent quand on est invité à participer à un événement comme ça? C'est vraiment incroyable. Avec le Eureka Fellowship que j'ai eu de la part de l'AstraZeneca et du Plan Canada, ils ont choisi 13 candidats parmi 800 applicants. Donc, quand j'ai été gagnante, c'était vraiment un moment incroyable. Donc, et donc là, tu vas participer à ça pendant 3 jours, c'est ça, si je comprends bien? Oui. Et l'objectif, j'imagine, de ton point de vue, c'est de rencontrer plein de gens, de changer le monde là, et tout ça, d'être inspiré. Ouais. Oui, c'est vraiment de pouvoir rencontrer tous ces gens incroyables, de communiquer avec eux, de voir comment on peut travailler ensemble pour améliorer de tous les moyens le monde. Avant de parler de ta start-up, j'aimerais un peu parler de ton parcours. Phil nous disait qu'il était un passionné de neurosciences. Je trouve ça tellement intéressant. Donc, tu es diplômé d'une maîtrise en la matière. Tu travailles avec le MILA, qui est cet institut d'intelligence artificielle à Montréal. Ça mange quoi en hiver, la neuroscience, là, concrètement? Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu fais dans cet univers-là? Donc, c'est parce que j'ai fait mon baccalauréat en bioingénierie et de là, j'étais vraiment passionnée par les questions qui ne sont pas encore répondues. Donc, soit dans l'environnement et soit dans le cerveau. Il y a plein de questions là. Et j'ai vu le potentiel de l'intelligence artificielle à répondre à ces questions. Donc, pour ma maîtrise, c'était de voir comment on peut appliquer l'intelligence artificielle à mieux comprendre la neuroscience. Et de là, je voulais aussi appliquer cette intelligence artificielle à regarder comment on peut surveiller la qualité de l'eau et la qualité des algues. Donc, ça, c'est un petit... t'es ce qu'on appellerait une nerd. Oui, complètement. Wow! Complètement. Okay. Battez-vous pas, là. Non, mais moi, j'adore ça. T'as l'air hyper passionné, mais avec un parcours qui est quand même atypique parce que là, normalement, en neurosciences, je ne vais pas généraliser,
Mais tu fais de la recherche. Les gens font de la recherche d'habitude. Oui, absolument. Non? Oui. Bon, mais là, tu t'es lancé en affaires. Oui. Tu as lancé une start-up. Alors, parle-nous donc un peu de ta start-up. Oui, absolument. Donc, ma start-up, ça s'appelle Biocène. C'est une compagnie clean tech qui se spécialise dans le nettoyage des eaux affectées par les proliférations d'algues. Donc, quand vous voyez, vous allez dans une plage ou dans un parc et l'eau est verte, ça, c'est quand il y a trop d'algues bleues dedans. Et notre innovation, en fait, c'est que plutôt que de tuer les algues avec des produits chimiques qui détruisent l'écosystème, nous, plutôt, on collecte les algues en excès. Et le biomasse d'algues qu'on collecte, on peut le transformer en biocarburant, bioplastique, biochar, de l'engrais. Et oui, donc c'est vraiment rebalancer l'écosystème et valoriser les algues. Et où est-ce que vous en êtes là, dans le développement de l'entreprise? Est-ce que c'est un concept? Le PowerPoint a l'air très intéressant, mais concrètement, avez-vous un objet, un device, un logiciel? Comme c'est à quel stade de développement est-ce que vous en êtes? Oui. Donc, j'ai commencé ça avec mes cofondateurs, Hassan Saguir et Justin Devry. On est tous venus ensemble à McGill dans une équipe que j'ai cofondée, McGill by Design. Et là, on a trouvé l'idée pour Biocène. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille dessus. Et on a notre premier projet pilote avec le canal Chambly. Donc, on va lancer nos premiers prototypes à grande échelle là. Puis, oui, on est vraiment excités de voir comment ça va aller. Donc, le prototype, ça ressemble à quoi? C'est une boîte? C'est un... Oui, ça vraiment. flotte? Un jour, ça va être comme un water Roomba qui va juste nettoyer. Moi, j'ai ça, un water Roomba pour ma piscine, en fait, puis ça fait le fond. C'est super, mais pour les rivières, ça doit être un petit peu plus compliqué quand même. Un peu plus gros, un peu plus oui. Donc, imaginez comme un gros contenant, un gros tank, puis ça roule en continu. Une pompe amène l'eau dans le tank et le tank, ça crée l'environnement idéal pour que les algues grandissent. Donc, tant que les algues grandissent dans le tank, ils prennent les nutriments en excès de l'eau. Donc, ces nutriments sont comme le phosphore, l'azote et sont causés par les ruissellements agricoles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'algue qui était déjà dans l'eau, on le collecte et on le fait grandir dans notre tank et en prenant les nutriments en excès, on rebalance l'écosystème. Parce que dans le fond, tu prives l'algue bleue de ce qu'elle a besoin pour grandir dans l'environnement naturel. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc là, vous faites un premier prototype, tu disais, à Chambly, c'est ça? Oui, exact. L'été prochain, ça doit pas marcher très bien à moins 40 l'hiver? Oui. Donc, on va devoir arrêter à mi-octobre, mais on veut déjà commencer la semaine prochaine, s'établir, voir comment ça fonctionne, prendre l'eau et l'amener à notre entrepôt et faire des tests là. Et là, on va être complètement préparé pour l'année prochaine. Et comment vous êtes financé pour faire tout ça? Ça doit quand même coûter un peu d'argent. Là, oui. Donc, on est hard tech. On dit toujours que hard tech is hard. Mais, always. Mais on a pu obtenir, là, on a plus de 70 000 en fonds non dilutifs qu'on a pu gagner des subventions. Il y a plusieurs programmes universitaires comme le McGill Dobson et le Sontec qui nous ont supportés. L'Aquaction, en fait, c'est un autre programme qui nous a aidé à avoir ce partenariat avec le canal Chambly et CETO, qui est une centre de recherche technologique qui va analyser nos échantillons d'eau. Okay. Très intéressant. Et donc là, vous continuez sur votre lancée à développer la technologie. T'imagines ce que ça peut changer de façon mondiale. Ah non, mais c'est certain. En fait, l'algue bleue, de ce que j'en connais, là, outre que d'avoir vu des headlines dans les journaux comme quoi que tu es obligé de fermer tel lac, obligé de fermer tel cours d'eau à cause de cette prolifération. Donc, je pense que ça peut amener quelque chose d'incroyable pour l'environnement, à savoir qui va payer pour, par contre.
Ben, toi puis moi, probablement. Non taxes. Ouais. Ben, si on les laisse faire, c'est vous qui allez payer. Donc, juste... On va payer d'une façon ou d'une autre. Je préfère être dans la prévention, personnellement, Philippe. Oui, ça serait mieux parce que si on les laisse juste au lac Erie, si on fait rien, dans les 30 prochaines années, ça va coûter 5,3 milliards de dollars. Le nettoyer? Non, si on ne le nettoie pas. De dommages, en fait. De pertes et autres trucs. Fait quoi, il y a un coût à ne rien faire. En tout cas, Kimia Shafigui, c'est un vrai grand plaisir de vous accueillir à l'émission. Merci. Bonne chance avec la start-up. Oui. Bonne chance avec One Young World. Je ne sais pas si c'est bonne chance, mais amusez-vous bien. Oui. Puis on se reverra peut-être de l'autre côté quand vous serez rendu riche et célèbre là, pour nous partager vos milliards et vos bons trucs. Merci. Oui, c'est ça. C'est de la mélamine, malheureusement, mais on va faire comme si. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec nous. Vous pouvez toujours nous écrire à studio@cube.radio. Philippe Richard Bertrand et moi sommes joignables sur la plupart des plateformes numériques. Philippe boude toujours son Facebook. C'est comme bouder son plaisir, finalement, mais il reviendra un de ces quatre. Et puis, évidemment, on a de super beaux invités à vous présenter dès la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute. Envoyez-nous votre feedback. On a un grand plaisir à échanger avec vous. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.